Alors Cursor, c'est un IDE, c'est tout simplement une interface où on va écrire du code, parcourir du code et faire nos debugs lorsqu'il y a des bugs, etc. C'est comme si vous aviez un WordPress, sauf que vous n'avez pas l'interface friendly, vous avez plutôt la liste de tous les composants et vous voyez tout dans le détail. Dernièrement, j'ai dû faire un site pour un jardinier. Typiquement, j'ai juste et je lui ai dit, à partir de là, tu peux me le faire. Cursor, c'est vraiment le plus bas niveau que tu pourrais avoir. Bas niveau chez les devs, ça veut pas dire débutant, au contraire, ça veut dire expert. En gros, c'est le niveau où tu as accès à tout. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Mathias Cartel parce qu'on va parler un peu d'un sujet dev, vibe coding entre guillemets, donc un truc à la mode, ça va être super sympa. On va parler de Cursor en gros. Juste avant qu'on entame le vif du sujet, je fais un petit rappel comme ça, on entre direct dans le vif. Les perfs du podcast, donc on a passé les 2000 abonnés, ça c'est un peu la news des dernières semaines. On est à 2050, donc ça continue d'augmenter. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, tout ça. Et sur Spotify, toujours 121 notes pour une moyenne de 4,9. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de le faire, qui prendront le temps de le faire aussi peut-être pour ceux qui nous découvrent, ça fait super plaisir. Et puis on enchaîne, on va enchaîner tout de suite. Je rappelle les sponsors du podcast, de l'épisode. Donc merci à Tot SEO et Linkuma de nous soutenir. C'est avec grand plaisir qu'on les met en avant. Tot SEO, évidemment, pour la partie sémantique, intention de recherche. Si vous voulez créer des contenus plus rapidement, un peu être guidé sur ces notions-là, et c'est vers eux qu'il faut aller. Vous avez un lien dans la description. Et Linkuma, c'est plutôt pour la partie netlinking, donc autorité, pour acheter des backlinks pour pas cher. Vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description. Du coup, Antoine, tu me disais que vous aviez des news concernant AdConnect, votre projet en commun, un petit peu? Ouais, d'un point de vue marketing, on est content. On a nos premiers projets et agences et comment dire, annonceurs, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est grâce au SEO principalement, peut-être un tout petit peu grâce un petit peu à LinkedIn quand on a fait quelques petits posts, mais il n'y a pas vraiment d'acquisition ou autre. Donc ça veut dire que tu vois, tu as des pages qui rankent, on n'arrive pas trop bien à les identifier parce qu'elles doivent ranker, déranker, tu vois, vu qu'on a beaucoup de Mmh. pages et peu d'autorité. Donc on est content, on a eu combien 20 complétions d'agences et quelques projets. Et donc on va lancer le marketing et notamment le mailing pour mettre en relation gratuitement dans un premier temps pour à essayer d'avoir nos premières complétions sur le site. Parce qu'en fait, en gros, tu as la possibilité, quand tu as une agence, de venir ajouter des informations, par exemple tes réalisations. Mmh. Parce que ça, on peut pas le faire nous-mêmes, tu vois? C'est trop de travail, les réalisations, on n'y a pas forcément accès et ça va te mettre, sur une V2, on va dire, un profil un peu plus avancé et c'est gratuit et ça te permet d'être plus mis en avant sur l'annuaire en termes de SEO, puisque tu vas être plus haut. Je sais pas si tu as le backlink, là-dessus, Mathias, si tu as le backlink offert. Je crois pas, hein, faut payer pour le backlinks. Ouais, c'est ça. Bah, on est en nofollow, mais sinon, on met quand même le backlink en fait sur les pages détails. OK. Ouais, donc tu es toujours en nofollow, mode ça et donc voilà, donc trop content Ouais, que ça se carrément. développe. En plus, on a bien avancé niveau tech. Enfin là, en 6 mois, je crois, de ce qui s'est passé par rapport au dernier épisode qu'on a fait sur les annuaires. Ouais. Ouais, niveau tech, on a essayé de bien avancer, bien structurer les choses. Quelques petits bugs, et ça, c'est normal et je pense qu'on a au niveau SEO, on a quand même bien taffé. On Mmh. a fait quelques petites expérimentations sur des JSON schemas, des choses comme ça, Ouais. et on a surtout lancé la partie blog, notre partie contenu. Ça, c'était vraiment une partie très, très fun à brancher avec un OK. WordPress sur une application Next.js en «headless» entre guillemets, ouais, c'était vraiment cool. OK, trop cool. Ouais, parce que c'est vrai qu'on avait fait un épisode, donc pour ceux qui l'auraient pas écouté, on a fait un épisode, tu disais il y a 6 mois, c'est ça? Ça fait déjà 6 mois? Ouais, je crois que c'était en février ou mars, il me semble, ou quelque Ouais, chose non, comme mais c'est possible, hein. Il y a grave moyen. Et ouais, du coup, on parlait du SEO annuaire et puisque vous avez lancé votre projet, AdConnect, qui est en fait un concurrent, direct de Sortlist, tout ça, qui a un annuaire, un peu intelligent d'entreprise. C'est vrai qu'on avait parlé et donc là, depuis ce temps-là, vous avez eu des premiers résultats SEO un peu parlants ou pas encore? C'est toujours en setup, ça prend du temps des fois? Ouais, on a beaucoup d'impressions et on a Ouais. beaucoup de reach sur ChatGPT. OK. On ressort pas mal, même si on n'est pas référencé sur Bing, on ressortait pas mal. Donc moi, je reçois beaucoup de candidatures. OK, trop bien. Candidater pour des agences, en fait, ça tombe sur moi OK. et en fait, à chaque fois, je demande d'où est-ce qu'on est ressorti, parce qu'au final, c'est pas la cible, bon, je les redirige
Ouais, et au final, il s'avère que, ouais, c'est souvent du ChatGPT, Mistral ou des choses comme ça, quoi. OK. Parce qu'en fait, il y a une news à ce sujet, c'est que avec des tests récents qui ont été effectués, a priori maintenant ChatGPT se baserait plutôt sur l'index de Google plutôt que celui de Bing. Donc en fait, ça m'étonne pas, tu vois, que vous soyez pas trop référencé sur Bing et pourtant, cité par ChatGPT ou autre. Donc OK. Bon bah stylé, c'est déjà un premier résultat, c'est pas, primordial d'un point de vue business pour vous, mais en vrai c'est déjà un bon signe, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on commence à avoir, des reach, en plus de candidatures, des reach de projets, donc des gens qui veulent vraiment déposer des projets OK, avec, trop bien. avec un budget défini. Donc en fait, c'est des leads qualifiés et au final, Mmh. nous, bah, c'est cadeau, hein. C'est vraiment Ouais. cadeau, sans faire d'ads, donc c'est encore OK, mieux. ouais, non, c'est cool, hein. Ouais. Franchement, c'est cool. De toute façon, vous avez lancé une grosse machine. Je pense qu'il y a vraiment le temps que ça se mette en route et tout, puis à la fin, ça peut devenir un truc, énorme en SEO, quoi. Enfin, c'est comme il y avait de la grosse tech derrière, je pense que le setup, il est long, quoi, forcément mais OK, trop, trop bien. Trop cool. Et ben si vous voulez, on peut partir direct sur, le no notre sujet, donc Cursor. Peut-être Mathias, pour ceux qui connaissent pas trop, est-ce que tu peux définir un peu c'est quoi Cursor? Ouais. Avec les termes du jargon et en expliquant les termes du jargon, tu sais, pour les gens qui savent pas ce que c'est du tout. Ouais, ça marche. Alors Cursor, c'est un IDE pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un IDE. C'est tout simplement une interface où on va écrire du code, parcourir du code et faire nos debugs, lorsqu'il y a des bugs et cetera. On Mmh. va faire des fonctionnalités et du coup, Cursor, c'est un fork. Un fork, qu'est-ce que c'est? C'est une version sourcée d'un existant. Pour le coup, là, l'existant, c'est Visual Studio Code, Mmh. qui est développé par Microsoft. Et du coup, en fait, ils ont pris une grosse partie de cette source-là et ils ont ajouté une grosse partie IA dessus avec, agent, un chat pour effectuer des recherches, pour demander, parler des sujets, pour, vraiment faire de la documentation et cetera. Et pour le coup, Cursor amène cette grosse possibilité de là d'avoir au niveau du code une fenêtre de discussion qui va même plus loin parce qu'au final, elle écrit du code et au final, tu ne fais que écrire ton code. Enfin, Ouais, écrire des prompts qui vont écrire ton code. Enfin, c'est l'agent qui va écrire ton code. ouais, Donc c'est ça. Et c'est donc ça. pour ceux qui nous écoutent et qui sont noobs, en gros, je vais vous donner mon utilisation à moi, comme ça va être, je pense ça va être parlant aussi. Concrètement, vous avez une sorte de, voilà, Visual Studio, sous les yeux, donc un sorte de truc un peu, noir, avec, les un chat sur la droite, sur la gauche plutôt, tous les éléments de votre site ou du projet que vous êtes en train de créer, donc les fichiers JavaScript, aussi les pages HTML, tout. C'est comme si vous aviez un WordPress, sauf que vous n'avez pas l'interface friendly, vous avez plutôt la liste de tous les composants et que vous voyez tout dans le détail. Parce que ça permet du coup de créer des projets un peu dans le dur, quoi, entre guillemets, comme si vous codiez, sauf que là, vous envoyez des prompts et donc c'est une IA qui va OK, si vous lui dites: «OK, je voudrais créer un site, sur les voitures de luxe, avec un design sympa et hop, je t'envoie la capture d'écran de ce concurrent-là qu'il faudrait copier», bah, lui, en théorie, il va se dire: «OK, hop, je crée le CSS pour faire ce style-là, je fais ça, ta, ta, ta» et il crée tous les trucs, en fait. Donc ça vous fait un site en dur, mais alimenté par IA. Donc, en fait, la promesse est évidemment énorme, mais on va en parler. Dans les faits, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste un prompt et hop, on a un site magnifique et tout. Mmh. Mais voilà, donc c'était pour faire la grosse définition parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas et j'espère qu'on mettra normalement un titre aguicheur quand même pour que les gens s'y intéressent. Mais c'est vrai que Mmh. c'est un peu voilà. Puis si vous êtes perdu, tapez cursor dans Google Images et voyez à quoi ça ressemble un peu les screenshots du truc. Mais voilà, Et c'est ouais, bah, globalement c'est ça quoi. pour rassurer, je pense que Visual Studio Code, c'est l'IDE le plus simple et épuré OK. que j'ai eu depuis que je code, donc ça fait quelques années déjà. Ouais. Et sinon, ouais, c'est un peu si on connaît pas, ça fait peur, mais faut pas avoir peur. Faut lire faut lire la doc et ça va aller, je pense. Ouais, de Moi, ouf. j'ai une question de noob, mais vraiment de noob, mais en gros, nous, on travaille plutôt sur du CMS, donc on travaille sur des sites déjà branchés, puisqu'en fait, tu branches un CMS sur un domaine. Généralement, tu passes par ton hébergeur, tu achètes ton domaine, tu mets ton SSL et tu branches ton CMS. Comment ça se passe du coup sur un IDE? Sorry. Sachant que, bah, du coup, ton site, il est en c'est quoi? C'est une pré-prod? C'est un site caché où tu bosses direct sur le live? Comment ça marche, Alors, concrètement quand dessus? tu es sur un IDE quand tu es sur un IDE, c'est du local, donc ça tourne sur ta machine. C'est-à-dire que tu as des outils pour le faire. Par exemple, je vais prendre l'outil le plus simple. Si jamais on crée une page HTML, donc un fichier HTML, Visual Studio Code, Cursor, fournit un outil qui s'appelle Open Live Server qui va en fait t'ouvrir cette page en live.
Donc en fait, c'est un peu comme si tu ouvrais ta page HTML, mais avec, le JavaScript, dedans. C'est vraiment du live pour le coup. Comparé à du statique où tu vas juste cliquer sur ton fichier, ça va juste ouvrir ton HTML sans forcément charger ton CSS et cetera. Là, pour le coup, c'est comme si tu avais un mini serveur, donc ta machine, qui gère en fait, tout le code qui tourne derrière. Mais Donc c'est pas la version enfin, quand tu fais les modifs et tout, c'est une version live, donc interactive, tout ça, mais locale, qui est pas publiée, qui est pas en ligne et après faut, push le truc, sur ouais, l'hébergeur c'est et tout, ça. quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Généralement, tu utilises Git donc pour faire des versions de ton code. Et en fait, tu fais une branche avec, la fonctionnalité que tu veux implémenter et ensuite, tu la testes en local et si ça marche, tu l'envoies en pré-prod et si ça marche, tu l'envoies en prod. C'est Ouais. un peu le cycle. Mmh. Mais c'est vrai que c'est marrant. Moi, en fait, ça me confronte à des termes de dev auxquels j'étais pas du tout, enfin, tu sais, par exemple, la commande npm, run dev là, ce genre de truc, localhost, tout ça, tu sais? Du coup, ça Mmh, me fait toucher un peu à ça, alors que de base, c'est pas du tout mon métier. Mais mmh. c'est vrai que c'est assez marrant. OK, donc là, on a fait la définition, c'est top. Pour toi, Mathias, en théorie, c'est quoi les usages en théorie pure? Après, on verra si dans la pratique, c'est si simple et tout machin, mais en théorie, ce serait quoi pour toi les tops applications vraiment où il y a le plus de possibilités? Qu'est-ce que ça offre comme possibilité, en fait, ce genre de techno? Alors, tu parles de l'IDE ou tu parles du langage que tu utilises dans l'IDE? Vraiment la techno cursor, à savoir avoir un agent IA qui, lui-même interagit dans l'IDE, crée les trucs, modifie, et tu le promptes en mode ChatGPT, quoi. Ouais, il y a plusieurs choses. Je pense que les 3 fonctionnalités que je donnerais, c'est la rapidité d'écriture du code, le debug, c'est-à-dire que tu peux lui dire: «J'ai un bug, trouve-le-moi, explique-le-moi». Mmh. Et la 3e fonctionnalité, ça serait de la documentation. Donc documenter son code, documenter son application et à tous les niveaux. Tu peux le faire au niveau du code, au niveau de ton métier, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait ton SaaS? En fait, tu peux le mettre en situation de: «Je suis une agence», par exemple, si je prends le cas d'AdConnect, ou «Je suis un porteur de projet» et en fait, après avec ça, tu peux faire des tests, je pense que, ouais, c'est vraiment les 3 plus grosses fonctionnalités que tu pourrais avoir, avec un agent qui est directement branché au niveau de ton code. OK. Et toi, concrètement, hem, c'est quoi les usages, toi, que tu en as? C'est littéralement ce que tu viens de dire ou est-ce que tu as fait d'autres trucs, Ouais, il y a du copy. Je fais du copy, enfin j'ai essayé. C'est-à-dire que je prends une image, je crash test. Par exemple, là, dernièrement, j'ai dû faire un site, pour un jardinier. Ouais. Bah, j'ai juste pris en photo toutes les sections et je lui ai dit: «Bah, à partir de là, tu peux me le faire». Bah, c'est un peu comme un Lovable, je pense que Lovable fait la même chose, Mmh. et là, justement, tu as plus de possibilités à aller dans le code, puisque tu es vraiment au niveau du code. Lovable, il y a une partie qui est quand même abstraite, je trouve, mais Cursor, c'est vraiment le plus bas niveau que tu pourrais avoir. D'ailleurs, Vraiment. à ce Ouais, niveau-là, moi je l'avais pas compris parce que j'en ai déjà parlé avec Mathias. Bas niveau chez les devs, ça veut pas dire débutant, au contraire, ça veut dire, expert. En gros, c'est le niveau où tu as accès à tout, où tu Ouais. as accès à tout ça, ton code et c'est tout, alors que Lovable, ça va être un peu un mix entre un outil pour un non-dev. Heu, Cursor, en fait, Mathias, si je comprends bien, c'est vraiment un outil fait pour les développeurs. Contrairement à Lovable où c'est un peu plus moi je suis peut-être un peu plus la cible. ouais, carrément. Ouais, OK. Après, c'est on va dire, c'est plus facile pour les développeurs. Tu as plus la main sur certaines choses, alors que Lovable, c'est vraiment, heu, j'ai un besoin, tu vas me le faire et je veux pas trop savoir comment tu vas faire. Ouais, Je bah, oui. tu fais comme tu veux. Alors que au niveau dev, tu peux faire des optimisations, faire de l'architecture de code. Tu as vraiment la main sur tout ça, en fait et au final, ça va se transformer sur de la performance sur ton application. Mmh. Ouais, en gros, c'est marrant que tu parles de Lovable, enfin, de toute façon, toutes ces technos-là, elles sont un peu toutes, liées. Parce que j'en ai pas encore trop parlé parce que c'est au tout début et tout, mais en gros, avec un gars là, on commence à faire des projets justement avec Cursor et en gros, le chemin type, c'est créer typiquement une web application, une version 1 avec Lovable parce que comme ça, on le fait vite, ça fait un beau truc sympa qui marche, tu vois? C'est des web apps qui ont une fonctionnalité phare, tu vois? C'est pas un truc faramineux, c'est pas énorme et ensuite plutôt passer dans Cursor et là faire les petites modifs, ajouter les articles un par un, reprendre des trucs, créer je sais pas une pop-up, une exit pop-up, tu vois? Tout ce genre de trucs Mmh. et en vrai ça marche plutôt bien.
On parlera des retours aussi parce que moi, je me suis mangé des murs et tout, j'étais pas habitué, tu vois? Je suis pas du tout un dev, machin, donc quand il y a un truc qui marche pas, même avec l'IA, tout n'est pas parfait. Il y a aussi différentes manières d'utiliser Cursor parce que tu peux plug tous les agents IA globalement que tu veux dessus. Donc tu peux très bien, faire un curseur alimenté à GPT-5 comme un curseur alimenté à, Claude 4 Sonnet ou Claude Code, Opus, enfin tout. Et donc c'est pareil, ça change pas mal le résultat aussi. Donc bah, d'ailleurs, c'est quoi selon toi, Mathias, est-ce que tu as identifié une méthode pour utiliser Cursor qui te plaît bien? Quel agent IA ou une enfin Ouais. comment tu t'y prends toi? Alors, j'ai un peu menti sur le fait que j'utilisais que Cursor parce que, tu vois, par exemple, pour la partie blog de AdConnect, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Bolt, qui est OK, un peu qui est un peu similaire à Lovable et en fait, avec Bolt, j'ai pris la partie du code que j'ai mis dans Cursor et que j'ai amélioré. Donc en fait, j'ai fait exactement ce que OK, tu fait parce que je suis pas très bon en design et Bolt sait respecter, certaines specs que tu lui donnes et Cursor encore mieux. Donc en fait, je suis repassé 2 fois sur la partie blog pour vraiment avoir quelque chose de OK, OK, et trop cool. au Et niveau de dans la Cursor du coup? ouais, dans Cursor, du coup, au niveau de l'agent, moi, je suis très 3.5 sonnet, donc du Claude. Je trouve que c'est le plus optimal. J'ai pas trop encore essayé, ChatGPT 5. Je devrais peut-être, mais là, dans tous les cas, dans ceux que j'ai sélectionnés, je suis sur du sonnet, donc Claude. OK, OK. D'ailleurs, j'en profite pour dire un truc. Moi, tous ces trucs d'agents IA qui sortent, qui sont mis à jour et tout, je suis tout le temps perdu sur c'est quoi le meilleur truc à utiliser. Tu sais, GPT, ils sortent leur nouvelle version, puis il y a Claude Code qui casse tout et tu sais, on sait pas trop, c'est chiant, ça bouge tout le temps. Je sais pas à quel point c'est fiable, mais j'avais trouvé un site, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, donc je vais vous le partager. Il s'appelle Ouais, c'est connu ça. lmarena.ai et en gros ouais, c'est ça, j'en avais déjà parlé, je pense, quand même. Et ils ont fait un classement, donc c'est sur, retour des internautes, de tout un peu toutes les IA et en fonction de la fonctionnalité, donc par exemple écrire du texte, faire du web dev, vision, donc ça c'est plus analyser des images, des trucs comme ça, des screenshots et Mmh. ben ils les classent en fonction des retours et moi je trouve le principe bien, je sais pas à quel point c'est fiable ou pas, mais là par exemple en ce moment on voit que c'est, GPT-5 la version AI, donc peut-être c'est le thinking, je pense. Enfin, c'est ouais, la version, poussée qui casse un peu tout en texte, en web dev et tout, enfin bref. Du coup, voilà, bon, je sais pas si Antoine, je t'en avais déjà parlé, mais je sais pas si tu Bah, connaissais non, Mathias? moi je l'avais vu Pas sur Vision IA, la chaîne, une chaîne que je vous recommande qui est vraiment pas mal et OK. à chaque fois il prend en référence, je sais pas si tu l'as découvert, comme ça aussi sur, Vision IA ou, Moi, j'avais vraiment tapé, non, moi, j'avais plutôt tapé justement classement des IA, enfin en anglais ou quoi, Ouais, parce que sur je voulais Google. trouver ça en fait dans Google. Ouais, OK. Ouais, carrément, je Mais connaissais ouais, pas du moi coup, c'est sympa personnellement. parce que OK. Bon, bah, voilà, bon, c'est aussi pour les gens qui sont un peu perdus comme moi, parce que entre Claude, GPT, il y a DeepSeek, je sais pas quoi, enfin, c'est un peu insupportable, je trouve, à la fin. Ouais, c'est un peu la jungle, là. Mais ouais, OK, donc du coup, Claude, 3.5, Sonnet, OK, Ouais, ça marche. ouais, ouais, ouais. Ça marche bien. Enfin, après, je saurais même pas te dire les différences entre un ChatGPT 5 et un Claude Sonnet, tu vois? Ouais. Je Non, non, c'est sûr, bah, en fait, c'est compliqué de savoir. Moi, je sais ce qu'on fait du coup, avec le gars donc qui s'appelle Nicolas, on le recevra d'ailleurs sûrement sur le podcast, un de ces 4 aussi. On attend juste que nos projets soient un peu plus avancés parce qu'on est encore en setup et tout, donc bon, on attend quand même d'avoir un peu des premiers résultats puis on vous en parlera. Mais ce qu'on fait du coup, c'est qu'on utilise principalement Claude Code. Donc on utilise même tu vois, là, on paye même plus Cursor, on utilise Cursor gratuitement, mais par contre, on a Claude Code dessus, et du coup, ça nous permet d'accéder, bah, quand même pas mal à donc la version, Opus et puis la version Sonnet, en 4 je crois. Enfin bon bref et ça roule bien, mais je crois que GPT-5 est plutôt bon aussi, là-dessus donc bon après voilà, c'était pour savoir, Parce que là, tu disais que tu payais pas, Cursor, c'est-à-dire que tu as le starter, c'est ça? Avec, je crois que c'est 100 requêtes, premium disponibles ou quelque chose comme ça? Tu as pas été bloqué sur le starter toi, en tant que, bah, pas dev d'origine, mais tu vois, qui commence à toucher? Non, en fait, alors de base, je payais l'abonnement Cursor à 20 balles par mois, là, le truc classique et en fait, comme j'ai payé Claude Code à côté, enfin, ouais, c'est ça, j'ai la version Claude, moi, de mon côté, à genre 100 € par mois. Donc c'est un peu pas mal, mais comme on a beaucoup de gens en ce moment, c'est cool et donc après tu lances
tu lances Claude, en fait, tu fais commande Claude dans ton terminal Cursor et là, tu commences à interagir avec Claude qui interagit avec Cursor et tu as plus besoin du chat classique. Mais ouais, en gros, c'est comme ça que je le fais. Mais du coup, j'ai plus besoin enfin, tu vois, ça sert à rien, j'ai déjà un nombre de requêtes qui est assez énorme, avec Claude Code, quoi. Enfin, j'y arrive jamais à bout, là, pour l'instant. OK. C'est cool, c'est atypique, j'ai jamais vu, un setup comme ça, pour le coup. Bah, en fait, c'est le gars avec qui je bosse, il regarde pas mal, il y a pas mal de youtubeurs quand même qui en parlent de tout ça. Notamment en France, il y a Melvin, il s'appelle, je crois. Ouais, Melvin Malherbe, bien sûr. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, moi, tu vois, c'est des mecs que je découvre tranquillement, que je connaissais pas d'avant. Ça se trouve, tu les connais depuis 10 ans, toi. 7 Mais, mois. ouais, voilà. Mais bon, bah, et du coup, c'est comme il regarde pas mal de ces vidéos-là, des fois, il se dit: «OK, non, en fait, le truc qu'il faudrait faire, c'est plutôt ça, machin. Claude Code, apparemment, c'est vraiment bien», donc, on adapte un peu, en cours de route. Mmh. Mais ouais, OK, OK. Et bon, bah, si on parle un peu de ce qu'il fait, parce que là, c'est bien beau tout ça, en théorie, même pour parler SEO, d'un point de vue SEO, la promesse, c'est aussi, voilà, vous créez des super sites en 2 secondes, full personnalisés avec des pop-up de fou, en fait, enfin, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que là où, par exemple, sur WordPress, si vous voulez personnaliser un truc précis, genre ajouter un exit pop-up, je sais pas quoi, bah, vous devez passer par une extension, ou voire payer une extension, hein, même des fois. Bah, là, en fait, le truc peut vous le coder, automatiquement et tout et c'est puissant, mais on va peut-être parler, il y a quand même des limites. Je sais pas, quelles limites tu as identifiées toi, Mathias? En gros, qu'est-ce que tu en penses? La hype, la promesse versus le terrain, quoi? Heu, bah, je pense que, du coup, la hype est assez justifiée parce que en fait, au niveau gain de temps, en une semaine, je pense que tu peux faire le travail de un mois si tu n'utiliserais pas l'IA. Mmh, Moi, je le vois, avec AdConnect, vraiment la partie blog, je pense que ça nous a pris une semaine et demie, 2 semaines, alors qu'au final, si jamais, moi, non front-end de base, je pense que j'aurais pris un mois. OK, Heu ouais. après les petits couacs que j'ai vus, c'est pas «grand chose» entre guillemets. En tant que dev, je pense qu'en tant que non dev, ça peut paraître très, très très, très bizarre. C'est qu'il en fait beaucoup trop. Il faut OK, savoir l'arrêter. Je pense qu'en mode agent, quand tu lui demandes quelque chose, je l'ai vu faire des tests de tests. OK, Donc ouais. Ouais, ouais. il part vraiment en sucette. Pour ça, il y a des outils, hein. Il y a les MCP, donc pour le contexte, ou alors il y a carrément des règles que tu peux mettre dans Cursor pour lui dire: «Je ne veux pas que tu testes, ces fichiers-là, dès que je touche ou dès que tu fais une intégration dessus, je Mmh, ne veux pas que tu ajoutes de tests en plus ou alors, que tu commentes à chaque fois que tu mets du code». Je pense qu'on en parlera plus tard, mmh, mais c'est un outil et tu deviens flemmard. En fait, pour faire quoi que ce soit dans ton app, tu vas lui demander de le faire au lieu de le faire toi-même. Donc mmh, tu peux un peu perdre cette expertise que tu as en tant que dev. L'aspect critique que tu vas avoir si jamais tu travailles, par exemple, si c'est pas ton métier principal, c'est pas très grave, mais par exemple, si tu es front-end et que tu travailles dans une grande boîte, tu vas peut-être, perdre cet aspect critique sur un problème qui peut t'arriver. Donc tu peux, perdre, par exemple, si tu vas structurer une application, web pour une grosse boîte, bah, là, tu peux pas demander, concrètement à ChatGPT, là, dans l'instant, si jamais, si tu en as besoin maintenant. Donc tu peux perdre un peu d'expertise, je trouve, c'est un peu trop facile. OK, OK, je vois. Ouais, en fait, c'est marrant parce que toi, tu as la vision de base, en tant que développeur, je faisais tout manuellement et maintenant je commence à m'aider de ça et moi, j'ai la vision plutôt de base. Enfin, là, je commence à faire des trucs que je pouvais juste pas du tout faire avant, donc pour moi, c'est que du plus et toi, tu vois un peu le vrai truc derrière en tant que dev, donc ouais, c'est Ouais, intéressant. c'est ça. Je pense que le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est se dire: «Il a fait du code et je trust à 100. Je Ouais, pense que moi, je regarde toujours, ce qu'il fait, juste pour comprendre, comment il a réfléchi, qu'est-ce qu'il a fait et en fait, des fois, si tu lui donnes un trop gros contexte ou une trop grosse feature à faire, bah, ça peut devenir compliqué. Il y a peut-être ça aussi au niveau de la lecture, de l'intégration, de comment il fait. ouais, Il a de créer des fichiers bah de partout, c'est un peu, compliqué, je pense. je vais vous faire un retour sur expérience assez marrant. C'est que moi, en tant que noob, de la thématique et bah, quand j'ai pris connaissance de ça et tout, je me suis dit: «Bah, let's go, je vais tester sur un premier projet» et en fait, juste en faisant des modifications, je me disais: «Putain, il manque un truc à Cursor», c'est que quand tu lui demandes de modifier un design, il va pas lui-même prendre, tu sais, un screenshot pour voir si ça rend bien sur la page et c'est toi qui es obligé de lui renvoyer et tout. Donc je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Je vais essayer de développer un petit truc comme ça, avec Cursor». Je l'avais appelé,
curseur auto-checker en mode il auto-check ce qu'il fait et puis il corrige en fonction et tout. Mmh. Et en fait, c'était un tunnel sans fin. D'ailleurs, je crois que c'est un outil qui est sorti aujourd'hui. Il y a un gars qui l'a vraiment fait, mais ça devait être quelqu'un qui qui était plus fort que moi. Mmh. Et en gros, en fait, tu te retrouves à faire des enfin, le truc, il run en boucle et tout. Toi, en tant que débutant comme moi, tu comprends rien à ce qui se passe, en fait, et à la fin, ça marche pas, tu sais même pas pourquoi. Tu lui dis: «Mais pourquoi ça marche pas?» Et puis tu pas la vision, enfin, tu peux pas lui dire: «Agis sur ce truc précis, c'est ça qui doit flancher», tu sais rien, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu casse-tête et moi, c'était un peu l'étape de la désillusion, tu vois? C'était genre: «OK, en fait, c'est pas si simple que ça». Il faut plutôt, je enfin, j'en ai conclu que pour un débutant comme moi, pour des trucs vraiment faciles, genre, voilà, je veux que tu crées cette page-là, je veux que tu reprennes cette page-là et que tu la republies, mais que tu l'adaptes sur cette thématique. En gros, changement de mots-clés, tu reprends la même structure. Il était très bon, mais pour des gros trucs de fou, tu peux pas faire non plus, n'importe quoi sans aucune compétence. Mmh. Et voilà, moi, c'est mon retour, c'est vraiment que faut pas croire que tu peux tout faire en tant que total débutant noob, du dev. Ça marche pas et limite, des fois, tu passes énormément de temps à essayer de faire un truc pour au final aucun résultat parce qu'à la fin, tu as le cerveau en fumée et tu sais même pas ce qui se passe. Donc en fait, tu te dis: «Putain», tu te sens un peu con, quoi. Tu te dis: «Merde, il se passe quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait?» J'en sais rien. Mais quand tu fais des trucs simples, ça passe et même quand tu as un bug, par exemple, moi, je commence à avoir des réflexes qui marchent bien. C'est que quand j'ai un bug, par exemple, maintenant, j'ai le réflexe d'aller, dans mon inspecteur Chrome, dans la console et de lui envoyer un peu ce qui se passe, les trucs comme ça. Ou même des fois de lui demander s'il plante sur un truc et que vous êtes nul, dites-lui simplement, demandez-lui quelles autres infos moi je peux t'apporter. Et là, il va te dire voilà, tu ouvres ta console, tu me copies-colles ça, tu fais ça, ça, ça. Et comme ça lui donne vraiment du contexte en plus. Mmh. Et par expérience, du coup, quand t'es noob, ça marche bien de faire débugger un truc un peu comme ça, quoi. Mmh. Oh, voilà. Après, là, du coup, il y a je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais les MCP, moi, je pense, ça fait un petit moment que c'est sorti. Modèle Context Protocol, il me semble, l'acronyme. En grosso modo, c'est des serveurs spécialisés dans une thématique. Par Ouais, exemple, voir des serveurs, GitHub, des serveurs, bah, là, actuellement, il y en a un qui est sorti, Brostool. Donc, c'est pour, justement avoir le contexte de ta console de commande dans ton navigateur. Donc OK, en fait, tu peux brancher ces serveurs-là, donc ils sont disponibles, hein, sur GitHub et cetera. Donner ton contexte et lui dire: «Bah, maintenant dès que j'ai une erreur dans ma dans ma console, c'est à toi de le gérer» ou alors, OK, je veux console log, tu peux bien vérifier qu'ils sont là et cetera, tu vois? Je pense OK. c'est vraiment ça va être, ouais, ils appellent ça du vibe coding et je crois que maintenant il y a un moment, ils avaient dit contexte quelque chose, je me rappelle plus. Context engineering ou quelque chose comme ça, mais au final, on y tend parce que, tu vas devoir lui donner à chaque fois du contexte et lui, il va devoir faire avec un prompt, mais en fait, s'il a pas de contexte, je pense qu'il va être perdu. Ouais. Bah, de toute façon, c'est comme, même au sein des projets, du coup, faut il y a j'ai appris ça, mais pareil récemment, il y a des fichiers qu'il faut créer pour qu'il ait du contexte. Donc il y a Ouais, le readme, qui est le truc principal et ouais. après tu peux même ajouter par exemple un claude.md pour lui dire: «Voilà, tu dois exactement, faire ça, voici comment marche le projet» et après tu peux même, faire des enfin nous on fait beaucoup en .md, c'est du markdown, mais je sais pas si on peut le faire autrement ou pas, mais nous on le fait comme ça et des fois pour des process aussi, tu peux lui dire, tu crées un fichier markdown de voilà, à chaque fois qu'on crée une landing page sur un mot-clé business, il faut que Mmh. tu passes par ces étapes, ces étapes, ces étapes et après du coup tu arrobases, tu hâtes le fichier, tu le mentionnes dans la conversation, il le retrouve et du coup il suit ta demande en fonction de la petite page process que tu as créée en fait. Et j'ai l'impression Ouais, qu'avec tout en fait, c'est des tips que je découvre avec le temps et à la fin, tu as un truc qui marche mieux. C'est moins le bordel. ouais, c'est ça et du coup, sur Cursor, c'est un truc bien spécifique qui s'appelle, les Cursor Rules, donc les règles de Cursor. C'est vraiment un dossier dédié au niveau de ton code et en fait, tu vas lui donner des points MD, donc comme tu disais, mais pour le coup, là, c'est typé Cursor, donc c'est des points MDC pour Cursor. OK, Tu vas lui donner du contexte, donc une description. Tu vas aussi lui donner quand est-ce que tu veux qu'il soit appliqué. Est-ce que tu veux qu'il soit appliqué à tous tes prompts? Est-ce que tu veux qu'il soit appliqué sur des fichiers spécifiques ou des dossiers spécifiques? Ou alors tu veux qu'il soit appliqué intelligemment? Donc ça, c'est 3 options que tu peux mettre dans les points MDC
et Cursor, à chaque fois que tu vas ouvrir ou tu vas faire référence à un fichier, il va vérifier ou appliquer ces règles-là. Donc là, tu vas vraiment pouvoir lui donner du contexte. Nous, en tant que dev, je sais qu'on aime bien donner du contexte sur la clean code, donc faire du code assez propre. Donc il y a beaucoup de règles. Ouais. Et ce point MDC, par exemple, il est appliqué partout à chaque fois que je fais un prompt. Donc ne pas commenter à chaque fois, faire des fonctions assez courtes ou des lignes de code assez courtes. Il y a vraiment une tonne de règles que tu peux mettre, dans ces cursor rules pour lui OK, donner du contexte justement. OK, OK, trop bien. Et le MCP aussi dont tu me parlais, c'est, MCP Browser, tu me disais? Ouais, c'est Browse Tool, Browse Tool? Browse Tool que tu peux mettre aussi dans tes settings cursor. Il y a bon, il y en a, je crois qu'il y en a pas mal, hein, des MCP à mon avis, il y en a plein qui sont sortis. Quelle est la bibliothèque pour, les MCP? Je ne me rappelle plus. Je pense que c'est Là, j'ai Git. Browser Tools MCP dans C'est cursor.directory. Ouais, c'est ça, ouais. OK. C'est ça, c'est Browser Tool. Bon, ouais, typiquement, je pense qu'il a plus que la console de développeur, mais, le développement, mais, je pense pas que ce soit, enfin, c'est en fonction de l'utilisation de chacun. OK, OK, Moi, ça j'ai une marche. question, un peu encore de débutant. De toute façon, franchement, je comprends pas tout ce que vous dites et je pense que les auditeurs, c'est bien qu'ils soient là et tout, tu sais, pour les tester, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus, comme moi. Du coup, je vais remettre des fondamentaux, mais est-ce Mmh. que aujourd'hui, tu peux utiliser Cursor sans savoir lire du code? Et est-ce que tu te retrouves bloqué au bout d'un moment, comme j'ai cru comprendre un peu? À cause de justement du code qui tu vois, j'imagine des sortes de conflits et ensuite tu sais plus d'où ça sort? Ou est-ce Mmh. que non, en fait, si tu paramètres tout bien, que tu mets bien tes MCP, bien, tout ce qui est, tes règles de code au début, tu peux t'en sortir sans coder vraiment? Et du coup, dans quel cas j'imagine que le métier de développeur va devenir un peu plus créatif, est-ce que finalement c'est les mêmes hard skills que tu vois, à moyen terme, long terme, tu vois, pour faire des projets tech ou Mmh. qu'aujourd'hui, tu vois? Enfin Carrément. Ouais, c'est une bonne question du coup. Ouais, je pense pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que tu peux être perdu dans tout ce qui est IDE. Tu arrives sur un terrain inconnu, c'est compliqué, il y a des fenêtres de partout, ça pop, très bizarre. Mais au niveau, hard skill, vraiment, pour le coup, ça se perd. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu deviens flemmard, donc tu oublies de cette expertise que tu avais en tant que développeur. En fait, tu fais confiance à ton IDE et tu vérifies, même si tu vérifies ce qu'il fait, mais c'est vraiment du prompt pour le coup. Il y a vraiment, bah, il y a même, je crois que c'est non, c'est Mark Zuckerberg ou OpenAI qui avait engagé un IA engineer qui a refusé une offre à 1 milliard ou 2 milliards, je sais plus. Mais ils commencent déjà à recruter des gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Bon, là, je pense pas que ça soit au niveau de curseur, mais tu vois, les hard skills commencent vraiment à changer et à être mixés à une sorte de soft skills pour mettre en contexte, les choses, et hard skills pour avoir une expertise de ce qui est généré Mmh, après. Tu sais, ouais. c'est flou. Pour l'instant, c'est flou, et je pense que long terme, ça pourrait même devenir, ouais, comme tu dis, bah, un métier à part entière, avec Mmh. une ces outils-là à 100%, quoi. Et moi, du coup, pour te répondre aussi, Antoine, qui suis débutant et tout, bah, je pense quand même que tu te manges un gros mur technique, c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance de commencer avec un gars qui est pas dev, mais qui avait déjà lancé une application et cetera et qui a déjà bien poncé cette thématique-là et qui, dès le début, m'a donné un peu ses tips et tout, donc j'ai commencé en faisant déjà les choses bien. Mais si tu es tout seul, Heu, je pense que tu peux choper les bonnes pratiques et pas trop faire de la merde rapidement, notamment avec des youtubeurs comme, Melvin, tout ça, mais il y en a d'autres, même aux US et choper les bonnes pratiques, consommer masse de contenu, puis arriver bien. Mais si tu t'éduques pas du tout et que juste tu arrives en full noob, tu vas te dire que c'est impossible et tu vas rien comprendre et ça va être vraiment voilà. Mais je pense que si tu prends le temps de te former un peu avec du contenu même gratuit, en vrai, je pense que oui, pour des projets simples, encore une fois, projets simples, pas des trucs, je vais créer une application révolutionnaire, qui fait un truc que personne fait, très complexe et tout. Juste, je lance un site SEO, par exemple, voilà, faire un site d'affiliation en SEO, sans fonctionnalité de fou sur le site, juste de la fille avec des quiz sympas, des trucs, tout à fait faisable. Et là, pour le coup, tu peux le personnaliser très, très bien, je reprenais l'exemple de l'exit pop-up, mais voilà, c'est le genre de trucs où normalement c'est des extensions, des plugins, WordPress, un peu coûteux, pas forcément hyper personnalisable non plus et là, le truc vous te reprend, la DA de ton site parfaite et te fait un truc nickel. Donc c'est assez bluffant sur ce genre de petits trucs, quoi. Mmh. Donc ouais, OK. moi je pense que oui.
mais faut bien Ouais, je pense, former, ouais, quoi. carrément. Après, je pense qu'il faut aussi beaucoup de volonté. Faut pas se dire: «C'est trop dur», parce que tout ce qui est au niveau du tout ce qui est au niveau du code, ça peut vraiment partir dans des logiques très complexes et faut faire la part des choses entre comprendre et Ouais, pousser, vraiment aller deep dans les choses. Mais pour le coup, il y a vraiment un truc sympa sur Cursor, c'est la fonctionnalité Ask. Donc, c'est au même niveau que ta fenêtre pour écrire ton prompt et en fait, tu peux juste lui demander, comment je peux intégrer ça. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup servi au niveau du SEO parce que avant de faire un Tennet, je savais pas du tout, où agir et quoi faire. Donc, mmh, j'ai appris que voilà, il y a quand même des choses à respecter. Les JSON Schema, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, ils savaient où implémenter avec mon contexte et ouais. le meilleur feature pour moi, c'est que tu peux lui donner une documentation, donc un lien de documentation et après ça, en fait, il va t'analyser ce lien-là pour te dire, voilà, j'ai trouvé cette partie dans cette doc, voilà comment tu devrais l'intégrer dans ton app et c'est hyper puissant, je trouve. Mmh. Moi, mon avis, là-dessus sur, tu sais, les évolutions des métiers un peu avec les IA, parce que tu peux dire le métier de développeur va évoluer, le métier de SEO va évoluer et cetera. En fait, je pense que on va être 3 fois plus efficace, 3 fois plus réellement intelligent et 3 fois plus rapide, mais tu auras toujours des experts, en fait. Parce que comme tu dis, en fait, faut pas avoir peur, faut se mettre dedans, tu vois? Je comprends que cette logique-là, tu vas l'avoir à peu près dans tous les métiers Mmh. et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la volonté, tu as envie de t'intéresser à un truc, parce que si tu as pas vraiment envie, bah, ça va te faire chier et donc tu auras des gens qui seront attirés par la tech, qui seront les développeurs de demain. Alors peut-être ça sera plus des vibe codeurs et cetera. D'autres qui seront plus intéressés par le design, ils vont plus utiliser, bah, les IA en mode designer et cetera. Mmh. Mais en tout cas, voilà mon avis là-dessus, tu vois? Ça va sans doute simplifier un peu, on sera plus en mode, tu vois, relation homme-machine avec, voilà du prompting. Mais tu auras toujours des experts et je pense pas que demain tu auras, le product, manager qui fait et du SEO et de la tech, et du Mmh. marketing et tout, tu vois? Bah, moi, je me dis, en fait, demain, non, mais pour moi, la vision très long terme, bah, si, pour moi, ce sera ça. Ce sera un mec, il se réveille le matin, il a une idée de business ou l'IA lui a donné une idée de business, mais bon, si on en arrive là, il y a plus de valeur Ouais, nulle part mais et dans ce cas-là, réfléchis à un truc. Est-ce que ce mec-là tout seul est meilleur que 3 personnes dont un est passionné de tech, un est passionné de marketing ou d'acquisition, tu vois, et un est passionné de branding. Non, bah, tu vois. Il sera moyen dans tout, tu vois, comme aujourd'hui, en fait. T'en as des gens moyens dans tout, tu vois. ouais, Et mais après, il aura des outils, il aura les mêmes, mais le mec qui sera passionné par la tech, il ira beaucoup plus loin, il fera que ça, donc il sera plus productif aussi, tu vois. ouais, mais pour moi, en fait, là où il y aura la différence, c'est sur des soft skills comme la vision business et par exemple la créativité. Et pour moi, des mecs, par exemple, qui sont très bons en business, qui ont une super logique business parce que, je sais pas, moi, ils ont lu des livres de fous ou ils ont déjà monté plein de boîtes, et ben eux, ils vont arriver avec une vision très claire et ils vont pouvoir faire un bête de site, bête de fonctionnalité, bête de design, tout en fonction de leur vision. Et ils sauront cadrer ce projet-là. Et je pense que si cadrer des IA, ce serait une vraie compétence que pas tout le monde n'aura et qui fera la diff de fou à long terme. Mais moi, je pense vraiment qu'à long terme, une personne avec une bonne vision, un cerveau bien fait, il pourra faire quand même beaucoup de choses tout seul et ça pourra très bien marcher et concurrencer des gros sites parce qu'il sera super agile, enfin, tu là, par exemple, nous, dans dans notre, dans notre projet, avec Nicolas, on arrive à créer des super pages SEO mieux que tout ce qu'il y a sur la SERP, en quelques clics sur des mots-clés business et des mots-clés business limite qui sont même pas, ciblés par des concurrents parce que le volume de recherche est assez faible. Mais nous, on peut arriver avec à créer une page hyper rapidement et je pense que c'est un peu ça, c'est l'agilité que tu as avec ces outils-là, à terme, elle est énorme, tu vois? Donc je pense que ça dépend de pour moi, c'est vraiment la vision du gars. Est-ce qu'il a la tête bien faite? Est-ce qu'il a de l'expérience? Et en vrai mais à long terme, hein, pas aujourd'hui ni demain, hein. Du coup, Mathias, j'avais une question aussi pour toi. Est-ce que tu as en tête des projets vraiment cursor qui ont très bien marché, limite, tu vois, de A à Z ou enfin, ou alors même Lovable ou Bolt, tu vois, peu importe, mais est-ce que tu en as en tête ou pas forcément encore? À 100 j'en ai pas vraiment. En fait, je pense que pour des MVP, il doit y en avoir beaucoup et sur les projets qui marchent, après, faut vraiment être au courant de la tech, c'est-à-dire vraiment s'intéresser à ce qui marche en ce moment. Je suis pas trop je suis pas trop au courant de ce qui marche en ce moment, mais OK.
vraiment, quand tu regardes donc les youtubeurs, tu parlais de Melvin qui a construit vraiment un écosystème autour de ses formations, autour des sites qu'il propose, de son expertise. Bah, pour le coup, je sais que tout ce qu'il a fait, ça a très bien marché et tout ce qu'il a structuré, bah, il l'a «très bien fait» entre guillemets. C'est même un précurseur de Cursor, c'est marrant de le dire. Mais, OK. mais ouais, carrément, enfin, je pense qu'il y a Un beaucoup de projets en précurseur. fait, ouais, c'est ça, précurseur. Je me sens un Je peu seul. pense que, tu peux faire marcher après, bah, tu as une vision business, ton produit il est mauvais ou alors, je sais pas, tu as une vision très court terme ou pas assez bonne, ton produit va pas marcher. Je pense Mmh. que c'est pas vraiment Cursor qui va faire que tu soit tu as un IDE normal ou un Ouais. Cursor. Je pense pas que c'est ce qui fasse, que ton produit marche Ouais. et c'est vraiment pour le coup, ta vision produit, quoi. Ouais, je suis d'accord et c'est là où nous, par exemple, avec Antoine, on a la vision SEO, on a quand même un avantage de fou parce que, bah, justement là, moi, ce que je fais avec le gars, c'est que on va là, on bosse sur 2 projets, tu vois, en parallèle. On veut pas en faire trop pour être quand même focus. D'ailleurs, on bosse plutôt sur un projet en réalité en ce moment. Mais à terme, c'est de se dire, tu repères des niches SEO où tu vois qu'il y a du volume de recherche. Donc ça, c'est plutôt la vision SEO, mais en vrai, c'est la vision business, quoi. Si tu vois des mots-clés recherchés dans Google, des mots-clés business où tu sais que ça peut rapporter du cash, que tu t'estimes que la concurrence fait que le mot-clé est atteignable rapidement et que toi, tu peux dev un truc et tout, machin, et voilà, bah, c'est clairement du business, quoi. Ouais, Et donc là, je trouve que nous, sur cette partie-là, on a quand même un truc avantageux et c'est ce que le SEO faisait, enfin, j'allais parler au passé, ça existe toujours, mais on appelait ça surtout avant édition de site, c'est-à-dire créer des sites dans le but de les monétiser 100 grâce au SEO et en faisant, bah, soit AdSense, c'est le truc le plus simple, mais voilà, qui rémunère le moins, au ratio, ou soit de l'affiliation, soit, on peut même mettre du dropshipping ou de la vente de backlinks aussi. Il y avait tous ces moyens-là et là, maintenant, tu peux le faire plutôt en mode je vais pas faire de l'affiliation et recommander une autre solution ou vendre des liens ou tu vois ce genre de petit, comment on peut dire, petit gagne-pain entre guillemets. Là, tu peux te dire: «Je développe une vraie marque, un vrai produit en fait, une vraie web app ou ce que tu veux et je vends ça direct. En fait, c'est ma solution, quoi» et ça, du coup, je trouve ça fort, surtout qu'on sait que les SaaS, c'est des abonnements récurrents pour la plupart et que si tu arrives, sur ce genre de mots-clés, ouais, enfin, le potentiel est fou. Après, il faut voir dans les faits, même moi, j'ai pas encore assez de recul pour vous dire si, dans les faits, oui ou non, c'est super, faisable ou pas. Mais en tout cas, au niveau de la timeline, je pense qu'on est bien parce que c'est encore un peu relou à faire, tu vois? Quand tu es débutant, c'est encore relou et quand ça sera plus du tout relou et super simple et juste tu demandes à ChatGPT: «Fais-moi un site» et il te le fait en un prompt, trop, trop bien, tout parfait, bah, là, je pense que du coup, ça n'aura plus aucune valeur et tout le monde le fera Ouais, donc je suis voilà, pas sûr c'est que mon moi, j'ai une question sur le back-end. Est-ce que du coup, avec Cursor, tu peux faire le back-end aussi? Tu fais bien la ouais, partie front et back? Tout est connecté, ouais, c'est ça. Nous, pour le coup, on a un peu bizarre ce qu'on a fait. On a la partie back-end qui est connectée avec notre front-end parce que c'est le donc pour rappel, juste la partie back-end, c'est tout ce qui est serveur et la partie front-end, c'est tout ce que l'on voit. Notre partie back-end est raccrochée à notre front-end parce qu'on utilise un framework qui s'appelle Next.js qui nous permet de le faire. Donc on n'a pas de back-end à proprement parler, mais tu peux faire les 2 absolument, ouais. Tu peux avoir, sur le même IDE, donc sur Cursor, tu peux avoir un dossier back-end où tu fais tourner ton back-end et un dossier front-end où tu fais tourner ton front-end et en OK, fait, tu fais tourner les 2 en même temps et en fait, ils s'appellent, quoi. OK et ouais, du coup, autant pour moi, du coup, le back-end avec, tu disais, ça s'appelle comment? C'est, Alors le framework qu'on utilise justement pour ça, c'est Next.js. ce qui permet d'avoir un site aussi plus rapide, c'est ça? Parce qu'en fait, du coup, tu as pas besoin d'aller faire ta requête? Ça permet beaucoup de choses. Ça permet, par exemple, je sais pas si vous avez ça vous ou si vous avez suivi Apple, mais du coup, pour le coup, pour faire tes routes, bah, en fait, c'est des structures de dossiers, en fait. Par exemple, ta route, elle va s'appeler accueil, bah, tu vas avoir un dossier accueil. Si ta page, elle s'appelle accueil, page 2, bah, en fait, ton dossier, ça va être accueil et dans ton dossier accueil, tu auras page 2, tu vois, par exemple. ouais. Ça Mmh. apporte ce genre de choses. Ça apporte aussi des fichiers metadata.ts. Donc ça, c'est des fichiers vraiment typiquement que pour le SEO où tu vas avoir tes meta titles et du coup, c'est totalement dissocié de ton code. Donc en fait, Ils c'est sont c'est vraiment load. ouais, c'est préloadé en plus. Donc
C'est OK. directement rattaché. Ouais, il y a beaucoup de fonctionnalités pour le coup, Mmh. optimisation de page, c'est Ah, énorme. Après donc ça ne OK, convient pas à des excuse-moi, je disais, tu as un back et un front qui sont bons sur cette techno, conjoint, mais tu as quand même une base de données, notamment sur ouais, AdConnect. Mais en fait, je me dis sur tous les SaaS, le modèle, c'est une base de données. Tu as un espace membre avec des données personnalisées en fonction de l'utilisation de ton SaaS, tu vois? Et c'est ouais. ça que j'entends par back. Et du coup, cette base de données, est-ce que tu l'as fait avec Cursor? Parce que c'est ça qui me paraît le plus compliqué, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que faire du front, tu vois, je parle à une machine, je dis: «Mets-moi un formulaire ici», mais tu sais, je vois bien le truc qui va se dessiner. Mais après, il y a toute une logique derrière. Si tu veux Ouais. vraiment faire un SaaS ou des outils plus que simplement un site, vitrine. Ouais, carrément, mais en fait, ta partie base de données, elle est dans la partie back-end, mais c'est la partie back-end qui appelle ta base de données, en fait. Tu peux avoir n'importe quelle base de données que tu achètes n'importe où Ouais, et tu après c'est ton back-end qui va faire les actions d'écriture, lecture et cetera et ça, tu peux le faire, ouais, via Cursor dans des fichiers routes.ts, mais ça, c'est très propre à Next donc c'est pas du tout propre à Cursor pour le coup. et du coup, Mmh. Cursor, il arrive un peu à naviguer entre ces différents outils parce que ta base de données, elle est sur un autre outil. Du coup, elle est hébergée ailleurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est des appels extérieurs, en fait, qu'on a en HTTP, donc c'est comme une API au final, hein. Ouais, C'est donc un tu peu plus peux, complexe. demander à Cursor, de retravailler ta BDD par exemple, de lui dire: «Change les Alors colonnes, fais ça comme ça», parce que du coup pour l'appel je comprends, mais la base de données en tant que telle, tu vois? alors ce qui est hyper sympa, c'est que du coup, tu as un MCP pour la base de données. Mmh. Donc là, pour le coup, si on utilise donc c'est un outil qui s'appelle Supabase, qui est un outil pour, acheter des bases de données, avoir une vision dessus. Bah, en fait, tu peux brancher ce MCP à ta base de données et en fait, ton curseur, il va avoir tout le contexte de ta base de données avec tes relations et cetera donc ça va être Ouais. hyper puissant et donc pour ton code, c'est une mine d'or, en fait. En tout cas moi à première d'intuition, quand je t'entends, j'ai pas l'impression que ce soit non plus, en gros tu pas développeur, tu peux vraiment faire ça, tu vois? J'ai l'impression que si justement tu peux tout péter à cause d'un mauvais prompt qui va sur ton MCP, sur ta BDD et du coup qui casse tout. J'ai quand même, là pour Bah, cette étude de cas, j'ai l'impression qu'on rentre un peu plus, dans des hard skills, dev quoi, pour le Ouais, coup, que vibe tu coding. peux tout casser, hein. Dans tous les cas, tu peux tout le temps casser Ah bah, moi donc je casse tout, si tu me mmh. donnes accès à AdConnect, je vais commencer à faire un prompt, il va partir sur la BDD et après Non, on va mais en peut-être trouver gros, d'où c'est. après ce qui est bien aussi, c'est que quand tu as des fichiers, claude.md tout ça, justement, c'est censé dire à l'IA à n'importe quel moment, quand elle consulte ce fichier-là, comment marche le site, qu'est-ce qui interagit avec quoi, tout ça. Et même tu peux lui demander, tout simplement, de crawler, voilà, d'analyser le site pour voir comment ça fonctionne avant de faire tes modifs. Normalement, enfin, tu peux tout péter, mais ça arrive quand même rarement. Souvent, ce que tu pètes, c'est une fonctionnalité, il a voulu faire un truc, ça a cassé un autre truc, tu lui envoies le screen, tu lui envoies la console, à la fin, le truc est résolu. Mais Mmh. tout casser, bon, c'est je pense enfin bon, Non, et truc. puis de toute façon, ouais. Tu peux pas vraiment parce que du coup, comment ça marche quand tu lui donnes un prompt, si c'est en mode agent et qu'il a les droits d'écriture dans ton code, c'est qu'il va écrire le code, il va te proposer une solution qui est déjà implémentée dans ton code, donc toi, tu vas aller pouvoir voir sur ton front-end, donc Ouais. sur ton interface, tu vas aller pouvoir voir ce que ça fait et s'il y a un bug, tu as juste un clic pour dire: «Je refuse ton intégration» ou alors tu lui dis: «Améliore là parce que là j'ai un bug» et après tu acceptes. Ouais, c'est ça, oui, oui. C'est pas direct push, push Ouais, live, push, ouais. mmh. Tu as le choix en fait de lui dire, «J'aime pas». Tu peux même lui dire sur un fichier ce que tu as fait: «Je le veux pas, mais le reste je le veux». C'est très précis, tu peux vraiment enfin tu peux vraiment, piocher dans ce qu'il a fait, si c'est bien ou pas. Mmh. Ça m'a fait penser, à un autre truc. Au tout début de projet ou même quand vous avez une idée spécifique et vous vous dites: «Je veux utiliser Cursor, comment je fais? Je connais rien» et bah, ça, c'est Nicolas pareil, de toute façon, il faut vraiment qu'on le reçoive sur le podcast parce que lui, c'est vraiment genre le vibe codeur, qui fait ça depuis quand même quelques mois et tout, donc c'est très stylé. Et un truc qui peut être simple, c'est vous demander à ChatGPT, par exemple, voilà, j'utilise Cursor, mon projet c'est ça, j'aimerais développer ça, j'utilise Cursor avec Claude, machin truc. Heu, Qu'est-ce que je dois lui donner comme prompt un peu pour le faire? Et limite vous demandez à ChatGPT, n'hésite pas à me poser des questions pour affiner ma demande, pour qu'ensuite on lui envoie le prompt parfait. Et en fait, c'est à la fin, ça peut être ChatGPT qui prompte, votre Cursor et au moins, la demande elle est giga claire et vous limitez un peu comme ça les erreurs parce que comme tu l'as dit Mathias, tout à l'heure, bah, plus il y a de contexte en fait, mieux c'est quoi. Enfin, le Bah, moi contexte c'est quand même, je pousserais même le vice de faire un prompt pour mes règles de OK. cursor.
Je dirais OK. même, voilà, j'ai tel projet, pose-moi en mode interactif toutes les questions que tu veux pour faire des règles à propos de mon contexte et là, tu lui donnes le contexte et en OK, fait, il ouais toutes les et règles comme en ça, tu set-up des règles avant de ouais, commencer le projet, ouais, carrément, mmh. carrément et après tu peux faire ton compte parce que là, en fait, tu vas démarrer sur un curseur donc il va commencer à intégrer du code Ouais, sans le contexte donc en fait, il va un peu peut-être, commencer à faire n'importe quoi. ouais. Non, c'est sûr. OK, bon, bah, en tout cas, on a fait un bon tour. Moi, j'ai Heu, peut-être une dernière est-ce question. qu'Antoine tu Ouais. J'ai ouais, peut-être une vas-y dernière Antoine, ouais. question. Je disais, Mathias, c'était aussi développeur dans une boîte qui s'appelle Decathlon, enfin une grosse boîte, quoi. Je Ouais. pense que tout le monde connaît Decathlon. Mais en gros, la question, c'est, même nous en agence, tu vois, nous, on n'a pas vraiment de développeurs, mais la quincaillerie, ils ont un pôle dev. Mmh. Comment tu vois les choses? Est-ce que ça bouge? Sachant que, voilà, il y a des fiches de poste. Tu peux pas Mmh. aller voir un mec et lui dire: «Maintenant, tu changes d'IDE» et cetera. Ouais, c'est Est-ce vrai. que ça bouge ou est-ce que c'est bloqué? Est-ce que tu sens que Alors, le gros point rouge, point noir, ça dépend, c'est que la donnée que tu partages avec ton IA, soit tu l'héberges toi-même, donc elle n'est pas partagée, soit elle est partagée. Donc en fait, tu pourrais pas partager des données sensibles. Donc c'est ça qui fait peur aux grosses entreprises, je pense. Mais chez Decathlon, on a quand même donc ils nous offrent tous les mois une souscription copilote qu'on a intégrée dans notre IDE, mais qui reste quand même assez limitée, je trouve, par rapport à Cursor. OK, Concrètement, il y a pas d'autocomplétion, tu peux alors ça fait longtemps que je l'ai supprimé parce que je l'utilise plus, mais je pense que ça a évolué donc oui, il y a des modes agents maintenant où tu peux faire beaucoup plus, mais je pense que ouais, c'est ça la réticence d'avoir des, mmh, des agents comme Cursor ou des choses comme ça, c'est que, bah, la donnée, tu sais pas où elle va donc ils aiment pas trop, quoi. Surtout quand on parle de code, c'est la dernière chose que tu veux partager avec tout le monde. ouais. Nous, c'est un peu pareil, je pense, dans les agences, c'est qu'en fait, on a des devis qui ont été construits sur pas mal de process, qui respectent des temps de travail et du coup, par exemple, si demain, tu vois, tu as un développeur qui s'est spécialisé sur PrestaShop, WordPress, Shopify et cetera et que tu lui dis de passer sur Cursor, en fait, le travail en amont, à savoir, repricer un projet, est tellement gigantesque que ça bouge doucement aussi et Mmh, pareil, on peut pas se permettre de prendre des risques pour les clients, tu vois? On vient de voir pareil, tu vois? Admettons que tu fais vraiment travailler avec une agence, tu fais un site à 10, 15, 20 000 €. Tu peux pas te dire: «Bon allez, je tente un curseur, mais dans 2 ans, ça se trouve le truc il sera plus stable, ça va être un bordel et tout». Tu dis: «Bon, on reste sur un bon vieux WordPress, un bon vieux Shopify» et je pense qu'aujourd'hui, les développeurs, tu vois, par exemple PHP, ou Liquid, tu vois, sur «développeurs CMS» entre guillemets, ils mmh. utilisent l'IA plus en mode capture d'écran, tu vois, ma feuille de code sur le PHP de WordPress, en mode, est-ce qu'il y a un truc qui va pas ou débug-moi un truc. Mais on n'en est pas du tout, à vraiment se dire: «Bon allez, on part sur Cursor, on n'utilise plus les CMS, on n'utilise plus WordPress», tu vois? Ah, tu vois, ça, typiquement, je pense que c'est ce qui va différencier les devs des gens non devs. Parce que toi, en tant que dev, tu vas pouvoir mettre en place une architecture scalable, alors qu'un non dev, il va partir sur un curseur et puis il va faire, mais au final, il va pas comprendre les enjeux, l'architecture. Parce que là, ce que tu expliques dans le problème, c'est que c'est plus je vois plus comme un problème d'architecture plutôt qu'un problème de j'utilise curseur ou de l'IA, tu vois? Pas que dev, non dev, parce que tu vois, typiquement, la quincaillerie, ils ont vraiment des développeurs de formation. Tu vois? Un pôle dev, même, tu connais, Louis Boulagnon qui est un crack, je pense, en dev, vraiment, super fort, quoi et l'équipe de la quincaillerie sont vraiment bons en dev, tu vois? Ils sont connus pour ça aussi, tu vois? Mais ils utilisent les CMS pour répondre au marché parce que tu vois, ton client, c'est un entrepreneur avant d'être un dev et donc il a Mmh, besoin de pouvoir faire travailler son équipe. Tu vois, c'est logisticien sur un WooCommerce ou sur un Shopify pour intégrer sa fiche produit, c'est rédacteur sur un WordPress pour intégrer son article de blog et donc même si les développeurs d'agences sont très bons en dev, l'aspect un peu plus business fait que tu peux pas passer sur des technos, type, full JS avant d'avoir une certaine ah taille, oui, tu vois? C'est pour ça qu'en effet, Decathlon, tu vois, c'est du full dev parce qu'en fait, ils ont les moyens d'avoir une équipe en interne de tech. Mais mmh, une boîte qui fait même, tu sais, entre 1 et 10 millions d'euros de CA, ce qui est pas non plus petit, tu vois? Entre une entreprise entre 10 et 100 personnes, tu vois? Ils ont pas forcément l'intérêt de se dire qu'on va avoir un site codé en dur, mmh, avec, justement, IDE, trucs mmh, personnalisables, parce que ouais, justement carrément. intervenir trop de
Donc ça aussi, tu vois, c'est une barrière à l'entrée pour les entreprises de passer sur Cursor. Je te le dis en toute transparence, moi, j'aimerais pas qu'SEO Monkey soit sur Cursor aujourd'hui, tu vois? Je préfère qu'on est sur un bon WordPress, je peux faire Mmh. travailler des alternants dessus, et Ouais. cetera, tu vois? Carrément, hein. Ouais, ouais, non, je suis d'accord, hein, parce que ouais, bah, encore une fois, hein, moi qui débute, je vois bien que c'est compliqué, et je vois bien l'apprentissage que j'ai dû faire un peu et puis heureusement qu'il y avait le gars qui m'a bien guidé, mais c'est vrai que sans ça, c'est vraiment chaud, hein. Tu mets pas du tout un alternant là-dessus, genre c'est impossible, hein. Même déjà, un alternant sur WordPress, s'il a jamais trop touché, ça va déjà être un truc de ouf donc ça, encore moins, hein. Ouais, j'ai eu deux autres trucs qui me sont venus en tête. C'est que déjà, il y a une possibilité, on en a peut-être pas forcément hyper parlé, mais de personnalisation SEO qui est assez forte. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre projet sur Cursor, bah, en fait, optimiser les web perfs, vous pouvez lui demander de faire un audit des web perfs et optimiser tout ça, et surtout même de mener un audit technique complet. En fait, il a accès à absolument tout, donc c'est même plus puissant qu'un Screaming Frog ou quoi. Le truc peut faire les modifs en live et vérifier que vous avez bien votre robot.txt, votre sitemap XML, peut-être, voilà, minifier, tout ce qui est JavaScript, CSS, charger les trucs de manière asynchrone. Enfin, si en tant que consultant SEO, vous avez déjà une sorte de petite checklist de points à checker dans vos templates, pour vos prestats clients et tout, bah, en vrai, vous les développez un peu, par exemple avec, ChatGPT pour que ce soit un peu plus clair et puis hop, vous filez ça à Cursor et vous dites: «Voilà, tu me fais tous les checks, tu me dis comment tu comptes faire et tout et après une fois qu'on valide, tu fais les changements» et c'est hyper puissant pour ça. Du coup, l'aspect technique SEO, après je vous dis pas que vous allez pas vous manger un mur et qu'en fait, en voulant changer un truc, ça va pas faire un peu de la merde. Nous, pour l'histoire, comme on a des projets, les web apps, c'est du JavaScript. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est, envoyer des versions statiques des pages, notamment même les articles de blog et tout, qui étaient, pareil Next.js, les envoyer des versions statiques aux robots. Et ça a été une bonne galère quand même parce qu'ils créaient les versions statiques, mais à un moment, les utilisateurs aussi, ils arrivaient sur les versions statiques, donc une page un peu dégueu, sans feature, avec juste le texte, tout moche, juste pour les robots. Et donc bref, ce genre de truc, c'est faisable. Vous pouvez le faire gratuitement du coup, enfin, juste le prix de curseur et tout, mais sans techno, donc ça, c'est excellent. Mais voilà, ça peut être un peu compliqué. Hem, donc ouais, je sais pas, vous, de toute façon, toutes les optis techniques, maintenant sur AdConnect, vous les faites un peu avec curseur et tout, genre les trucs comme ça ou pas? Ouais, carrément. Là, on n'a pas commencé avec un contexte, donc avec les règles, tout ça. Enfin, on est vraiment en train de structurer pour le coup, vraiment chaque feature qu'on a dev, OK. heu, parce qu'on a le temps et que faut quelque chose de structuré. Mais du Mmh. coup, à chaque fois qu'on fait une itération, ouais, on passe par Cursor, direct, ouais. Enfin, moi, je passe, Antoine, je sais pas s'il passe par Cursor, mais Non, moi, je connaissais pas Cursor avant l'épisode. Je l'ai entendu parler, mais je Antoine, le connais toujours pas. Antoine, il passe par Mais je le WhatsApp fais. et il t'envoie les recos sur WhatsApp et toi, tu passes par curseur. je crois même Non, que par contre, en Antoine vrai, je vais me faire un projet Cursor juste pour au moins pouvoir parler avec vous, tu vois? Parce que j'avoue ouais, que mais je me non, mais sens je un peu pense qu'en paumé. fait, tu peux même faire tourner ton site SEO Monkey, donc tu récupères tout le code source et tu le fous sur Cursor. Ouais, Juste non, pour ça avoir tu bien compris, Pour j'allais faire pas le ça faire. non, non, mais oui et c'est un autre truc que je voulais aborder. Tu peux connecter Cursor à WordPress et ça, c'est ouf parce ouais, qu'avec le truc API application là et par exemple, Wisewend, qui sont créateurs de contenu SEO, c'est pareil, ils passent par ça, c'est l'API, application, pour que, tu publies directement tes textes Wisewend et tout. Mais là, c'est pareil, vous créez une API et tout et tu peux passer par ça. Alors après le truc, c'est que moi, je vous dis, j'ai essayé de le faire sur un site que j'avais un peu pourri. En fait, il me proposait des designs et tout de fou en local, mais dès que ça intégrait sur mon WordPress, ça faisait de la merde. Je pense qu'il y avait un conflit d'intérêt avec le thème, il avait peut-être pas tout capté, tu vois? Je sais pas trop, il devait y avoir un conflit quelque part. Après c'était à mes tout débuts sur Cursor aussi, donc certainement que, j'étais plus nul qu'aujourd'hui. Mais je sais pas, est-ce que tu as déjà testé ça toi Mathias, de plug à un CMS? jamais, moi, on est passé par, le headless, donc on est par appel API et Ouais, on gère le style, en fait, directement sur nos pages, mais en Next. Donc en ouais. fait, on va pas brancher de WordPress malheureusement. Mmh. Mais tu penses que c'est un est-ce que j'ai eu des mauvais résultats parce que, voilà, je suis trop débutant et tout? Ou est-ce que tu penses que c'est une solution, c'est nul au sens large ou pas? Enfin, je sais pas si tu as un avis dessus? Bah bah, je trouve que du coup pour un début, je pense que c'est bien. Mmh. Après, comme tu dis, je pense qu'il y a une grosse marge d'erreur, actuellement encore sur, je pense que c'est assez jeune déjà Ouais. et le fait de se brancher sur un WordPress,
C'est Faut qu'il ait déjà tout le contexte. En fait, je me dis, il doit pas tout capter, quoi. non, je En pense pas. Déjà, il y a règle, des règles de thème ou de CSS qu'il a pas dû ouais. comprendre et qui te fait des trucs à sa sauce. Ouais. Bah, du coup, il te fait un peu n'importe quoi, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense aussi, hein, parce que bon, faudrait que je réessaye à l'occasion, mais peut-être que bientôt vous pourrez, plug votre WordPress et hop, ça vous fait du code personnalisé pour juste ajouter votre pop-up ou le truc que vous voulez et c'est magnifique. Enfin, la promesse, c'est ça après. Encore une fois, voilà. On n'y est pas encore, je pense, peut-être pas, mais Il y a la théorie et la pratique, ouais. ouais, c'est ça. Et donc c'était la question, donc on a eu une question, de @families, W3B, donc Families SEO il s'appelle. Créer une landing avec Cursor et alimenter un blog pour le référencer avec WordPress, facile à mettre en place avec l'IA? Point d'interrogation. Ouais. OK, alors attends, donc le mec il veut créer une landing page avec Cursor, genre OK, tu fais une belle landing page, tout ça machin. Mmh. Tu fais un blog, tu crées un blog et tu l'alimentes avec WordPress, OK. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Ça, Bon, on l'a je fait, te je laisse crois. répondre, hein. Ouais, enfin, c'est ce qu'on a fait, du coup. Ouais, Ouais, bah, Heu bah, oui. nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté un nom de domaine, bidon. On aurait même pu même prendre le nom de domaine, un nom de domaine WordPress et en fait, on est passé par des appels API. C'est un peu plus simple parce que du coup, tu toute la partie assez lourde de WordPress, c'est-à-dire, la partie, design, je vais, mettre le titre en gras et cetera. C'est géré sur notre application, donc là, pour le coup, sur sa landing page et en fait, du coup, tout le reste, le contenu est géré depuis WordPress. Donc en fait, tu en vas gros, juste publier ta page et ça va être disponible sur ton site, juste avec des appels API pour le coup, donc ouais, vraiment assez c'est, simple. heu, c'est ce qu'on appelle du headless. D'ailleurs, on nous avait posé la question, Paul, il y a un moment, il y a 1 an, on savait pas ce que c'était. Donc en fait, c'est quoi? C'est que ton front, c'est du code et tu as bien le WordPress, en fait, tu as bien l'espace membre. Ce qui fait que tu peux faire rédiger justement, ce que je dis, tu peux pas faire travailler tout le monde et tout. Bah si, parce que tu as ton espace membre. Et en fait, simplement, quand il intègre, bah, le H1 prend cette, forme, tu vois? Et ensuite, OK. tout est précodé, tu vois? Et ça te permet d'avoir des sites, bien performants quand même, parce qu'on sait que les CMS, c'est plus lourd que les sites en dur, tout Mmh. en ayant, l'espace, back office, WordPress, peut-être même Ouais. Shopify, c'est possible. Et donc ça, c'est un bon entre-deux qui, pour le coup, je vois pas trop de limites, tu sais, techniques et tout. Enfin, pour moi, ça, c'est vachement propre, Ouais, c'est vrai que c'est cool le ça. headless. Et en gros, quand tu dis: «Tu as ton espace membre», c'est tu as la partie admin, quoi. Tu as le back office, C'est et ça. tu Tu gères, peux faire travailler ton «alternant» entre guillemets, sur, tu vois, ton logisticien qui fait, 10 pages produits par jour, et en même temps le développeur qui va augmenter, les performances web et ah cetera, ça, tu vois? c'est excellent, hein. Ouais, parce qu'en plus, du coup, tu peux gérer des modèles de pages. Donc en fait, tu as ta partie contenu, tu auras ta partie héros, tu sais, en haut un peu ça, tu vas le coder à la main. Mais Ouais, toute ta partie contenu, en fait, bah, tu lui appliques un seul style sur chaque balise, donc ça sera toujours pareil et tout le reste, en fait, tu peux le gérer mais au niveau JS, donc c'est beaucoup plus modulable, on va dire, si tu touches un peu à Cursor. Il ouais. va te faire largement des trucs plus beaux, plus faciles, donc ouais, carrément, je conseillerais même pour la landing page, c'est un peu overkill, mais tu passes par Next.js, tu as tous les bénéfices de Next.js et après avec ton Next.js, bah, tu as un côté WordPress et tu fais que tes appels API pour récupérer le contenu et tu gères le style sur le Next.js. OK. Bon, bah, en tout cas, moi, j'espère que les internautes n'auront pas trop été perdus. On a essayé quand même de vous détailler les trucs et tout. Puis Antoine, tu as bien fait, de Ouais, reposer heureusement que des j'étais là, je crois. questions, Heureusement que j'étais là parce que j'ai rien compris les gars, je vous le dis en toute transparence. Ah ouais? Au moins ça a peut-être fait un petit podcast de fond pour, les gens comme moi, tu vois, qui sont, ouais franchement non, enfin si j'ai compris, c'était intéressant mais, il y a pas mieux que de faire de la pratique et d'utiliser Cursor parce qu'en vrai, Ouais, ouais, c'est carrément, vraiment, Ouais. carrément. c'est comme pousser, tu vois? Ouais, non, c'est clair. Bon, bah, voilà, pour ceux qui nous écoutent, si ça vous a hypé au moins, bah, n'hésitez pas à tester ça de votre côté et même à nous faire vos retours surtout, en section commentaires. Là, c'est super important parce que comme c'est une thématique un peu neuve, tout ça, pour avoir des retours, ça a vraiment beaucoup de valeur. En tout cas pour moi, moi je trouve ça super intéressant. Donc dites-nous si vous connaissiez, si vous en avez entendu parler, si vous avez testé, pourquoi pas si vous avez des cas de réussite, si vous connaissez des gens qui utilisent, enfin dites-nous tout. Franchement, c'est super intéressant. Bah, Mathias, merci d'être venu, d'avoir parlé de tout ça. Franchement, c'était top. Bah, merci à vous pour l'accueil les gars. Ouais, C'était bah, su de rien, ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'on va te recevoir du coup une troisième fois, dans 6 mois, on sait pas, sur un autre sujet. Quand Cursor, ce sera un chat GPT super simple à utiliser. On en reparlera. Et puis, bah, du coup, ouais, à tous les internautes, tous les auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut.